Bonjour Laïla. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de votre parcours, qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, va également informer des personnes sur ce qu'est un orthophoniste, au-delà des clichés, au-delà des stéréotypes. Et donc, pour commencer cette interview, cet échange, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous, d'où est-ce que vous venez, vos origines, vos racines? Moi, je suis d'origine bourguignonne. Après, j'ai vécu dans l'est de la France. Et puis maintenant, je travaille en région Rhône-Alpes. Donc, j'ai vécu toujours un petit peu, on va dire, du côté est de la France, quoi. Hmm. Ok, donc des choix Non, finalement c'est le hasard, hein, le hasard. Oui. Et si du coup on revient un petit peu sur vos premiers pas, on va dire, dans le monde au niveau peut-être pas professionnel, mais déjà à l'école, au niveau scolaire, est-ce que vous aviez des rêves de métier en particulier? Non, enfin, je me souviens pas. J'adorais lire déjà depuis toute petite. Ma grand-mère m'a appris à lire même avant le CP. Donc, j'ai toujours été intéressée par les livres. Je me souviens que je lisais pas mal. Mais je n'avais pas d'idée vraiment de métier. Non, justement, après le bac, je savais pas trop quoi faire. Ok. Et donc pour choisir votre bac, comment vous avez fait à ce moment-là, si vous, quand vous saviez pas? Pour le bac, à l'époque, ça s'appelait bac D, c'était sciences naturelles, un peu scientifique, quoi, maths, physique. Mais moi, c'est vrai que je préférais le français et les langues. Mais bon, ça, c'est un choix des parents, on va dire, hein, à l'époque, plus. Mais en fait, le bac scientifique m'a quand même aidé après pour l'orthophonie, pour le concours, etc. Ok. Mais voilà, c'était plus le français quand même, et puis les langues qui m'intéressaient, moi, au départ. Donc c'est ce qui vous intéressait, mais vous êtes allé plutôt au niveau des Oui, sciences, par choix, plutôt la famille qui a orienté ce choix. oui, tout à fait. Et donc, vous avez obtenu votre bac. Et comment ça s'est Mhm. passé au niveau des choix post-bac? Eh ben, je savais pas trop quoi faire. Alors, c'était compliqué. Et donc, j'ai choisi, on va dire un petit peu par défaut, je crois, une fac de psycho, mais sans savoir trop quoi faire. Je me disais, c'est pour voir un petit peu ce qu'est la fac, et peut-être ça donnera d'autres débouchés. Donc, j'y suis restée 2 ans, ça s'appelait un DUG à l'époque. Mais je voulais pas être psychologue. Je voyais, à l'époque, il n'y avait pas de débouchés. Maintenant, on manque beaucoup de psychologues. Mais moi, je savais que, de toute façon, je n'avais pas trop envie de faire ça. Et pendant les études, enfin, la fac de psycho, je penchais un peu vers assistante sociale, éducatrice. Et puis, c'est en fac de psycho, on doit choisir des options. Ça s'appelait des unités de valeur. Et moi, j'ai choisi linguistique et acoustique de la parole. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais ça m'a attirée à l'époque. Et c'est là, il fallait faire des dossiers, un genre d'exposé. Et j'ai rencontré une orthophoniste qui était la présidente du syndicat du département où j'étais. Et ça m'a intéressée, tout ça. Puis on a pas mal discuté. Et après, elle m'a dit, mais pourquoi vous ne partiriez pas le concours? Et donc, comme après les 2 ans, un DUG, ça finit un cycle, si vous voulez, de fac de psycho, j'ai passé le concours d'orthophonie. Et puis voilà, c'est parti comme ça, en fait. Et donc, ce concours d'orthophonie, ça vous permet d'être orthophoniste ou d'intégrer une école derrière? Non, le concours d'orthophonie, c'était pour rentrer à l'école d'orthophonie. Ah oui, ok. Donc, Voilà. ça permettait, c'était juste déjà une porte d'entrée. Pour changer, voilà, c'était pour changer de direction, quoi, pour faire autre Ok. chose. Et elle, ce qu'elle m'en avait dit, ça m'avait plu. Après, comme il fallait faire des recherches pour faire ce dossier, bon ben, le métier, de ce qu'elle m'en disait, ça m'avait plu aussi. Puis voilà, j'ai passé le concours un peu comme ça. Même, je l'avais dit à personne. Je l'ai passé comme Ah. ça. Et puis, voilà, je l'ai eu. Puis donc, après, j'ai fait l'école d'orthophonie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie dans ce qu'elle vous a dit, dans ce qu'elle vous racontait à ce Oh moment-là? là là, mais Vous vous savez, sauriez je me nous souviens dire? plus, hein. Je sais plus, c'était, elle me parlait de ses patients, de différents troubles qu'elle rééduquait. Euh, alors elle, je crois qu'elle travaillait beaucoup avec les adultes. Euh, oui, enfin, je sais pas, c'était sa façon de faire. Elle était très, très dynamique, très, très positive par rapport au métier. Ça m'avait envie voilà, de me lancer là-dedans. Super. Et donc, vous avez intégré cette école grâce Mhm. au cours que vous avez eu. Oui. Alors, au niveau des cours dans cette école, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des cours, des Ah, stages? Pendant combien oui. d'années? Alors, ben, ça a changé. Maintenant, enfin, les études d'orthophonie, c'est 5 ans. Mhm. Et les cours, il y a différents domaines, hein. Il y a vraiment, par exemple, il peut y avoir la phonétique, de la linguistique, on avait des cours de psychologie aussi, on avait des maths.
Je veux dire que je m'en sers pas beaucoup. Mais, euh, alors, je ne sais pas si maintenant il y a de la comptabilité, mais ça, ce serait bien, parce qu'on en a besoin quand même. Il y avait des cours, après, par pathologie, selon les années. Après, il y avait aussi l'anatomie, beaucoup de cours neurologie, vous voyez, le cerveau, les zones qui sont touchées dans différentes pathologies, sur les cordes vocales, sur le système respiratoire, parce que pour la voix. Donc, on avait des cours un petit peu dans tous les domaines. Nous, on avait alors, ça dépendait aussi, à l'époque, toutes les facs, enfin, toutes les écoles d'orthophonie en France ne faisaient pas forcément les mêmes cours. Maintenant, je crois que ça s'est un petit peu uniformisé, mais bon, je ne sais pas. Et nous, on avait des profs qui nous faisaient beaucoup travailler sur les mots, créer des jeux à partir de livres d'histoire, hein, comment s'en servir dans telle pathologie avec les enfants. Voilà, c'était vraiment intéressant, quoi. Mais il y avait vraiment dans tous les domaines, il y avait un peu du médical, du social, du psychologique, du théorique, et puis des stages. Et en fin d'études, il faut faire un mémoire. Et Ok. puis les stages devaient être dans différents domaines. Ça devait être en libéral, ça pouvait être dans des écoles, c'était en hôpital. Et puis il fallait qu'on voit différentes pathologies. Vous vous souvenez un petit peu de combien de stages vous avez fait? Combien de mois ou d'années? Alors la première année, je crois que c'était juste. Puis moi, vous savez, c'était comme ça fait il y a 35, 37 ans. Et je crois que ça a changé, hein. Donc, Oui, mais mais les l'objectif, stages en c'est première pas année, je crois que grave. nous, c'était. Ouais, mais bon, je suis plus trop au courant de ce qui se passe maintenant, forcément dans les études, quoi. C'est par rapport à ça. Oui, oui, oui. Mais Après, en l'idée, c'est de première. parler de votre parcours. C'est pas grave si c'est pas en Voilà. adéquation avec Il y a ce des que choses qui doivent, oui, qui doivent vous pensez. ressembler quand même. Hmm. En première année, c'était des stages d'observation surtout. Alors, on avait en école. Moi, je l'ai fait en école maternelle. Il fallait observer le langage des enfants. Hein, Ah, ceux qui étaient en petite section, par exemple, ne parlent pas comme ceux qui sont en grande section. Et repérer s'ils avaient des troubles d'articulation, des petites choses comme ça. Euh, Après, on fait des stages en hôpital. Alors, souvent dans les écoles, ça peut être, mettons, un jour ou 3 semaines de stage, puis après, cours, ou selon si on est sur place. Nous, des fois, on avait cours le matin et stage l'après-midi. Mais ça dépend, parce que des fois, on ne trouve pas des stages facilement, on peut être à l'autre bout de la France, quoi. Donc, ça dépendait des écoles, comment était organisé tout ça, quoi. ok. Mais en tout cas, ça se faisait déjà dès la première année et en même temps, Mais parfois, on commence avec des cours oui, théoriques. la première année, c'était surtout de l'observation, quoi. D'accord. Ensuite, les autres années, bon, il y avait un ou une orthophoniste avec nous et on nous laissait faire des petites choses ou remarque, enfin, des fois lors des bilans, poser quelques questions ou après, mais surtout en fin de cursus, où on doit prendre des rééducations en charge, mais on a le professeur, enfin, ou le maître de stage avec nous qui nous guide ou qui nous dit ce qui va ou ce qu'on aurait dû faire ou pas faire, ou voilà. Et puis après, rapport de stage à faire, etc. Sûr. Et au niveau de votre mémoire, quel était le sujet? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, le titre exact, je ne sais plus, mais moi, c'était pour faire un peu créer des jeux selon les pathologies. Nous, on l'a fait à deux, je l'avais fait avec une copine, et c'était pour différentes pathologies, quel jeu on pouvait créer pour les enfants. Quand il y avait des difficultés mathématiques, je me souviens, langage oral, certains troubles d'articulation, voilà. C'était un peu plus le côté pratique, quoi. C'était pas un vrai mémoire théorique de recherche. Enfin, faut pas que je dise que c'était pas un vrai mémoire, mais Vous risquez pas de m'enlever voilà. maintenant. Voilà. Et maintenant, il y a des mémoires vraiment scientifiques de recherche très complets. Voilà. Et quand donc vous avez fait des recherches par rapport à l'existant, hein, c'est ça? Vous avez Parce aussi qu'il y avait développé, d'existants, et puis nous, ce qu'on pouvait créer à côté, compléter. Voilà. et c'est des choses que vous avez pu utiliser après derrière dans votre métier? Alors, tout au début, quand j'ai commencé à travailler, parce que je me disais que les idées étaient toutes faites, quoi, mais maintenant, plus du tout, non. Ok. Enfin, où je m'en rends pas compte, parce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu automatiquement, quoi. Et il y a des jeux qu'on aime bien, donc on essaie de varier un petit peu, mais il y a des choses qui reviennent quand même fréquemment. Ouais. Et une dernière question par rapport à cette école, est-ce que c'était des écoles qui étaient privées, payantes ou publiques? Euh, Alors, il y a de tout, on va dire. Il y a des écoles, je crois, c'est semi-privé, il me semble. Euh, mais oui, de toute façon, c'est payant. Enfin, je ne sais pas si elles sont toutes payantes, mais il y a des droits d'inscription à l'année, il me semble. Moi, c'était ça. Euh, Oui, je pense qu'on paye une partie des études. Oui, je me souviens plus. Mais je sais qu'il y en a qui sont. Alors,
semi-privés où qu'il y avait. Et puis d'autres, c'est une inscription en début d'année. Et puis après, Et qui reste public. voilà. Mm. D'accord. Super. Donc Enfin, je déjà, crois, ça nous hein. donne par rapport à vos souvenirs. Mm. Ok. Bon, en tout cas, vous vous souvenez qu'il y avait des frais d'inscription, mais vous n'êtes pas marqué par le fait que vous payez, je sais pas moi, 5 000 € à l'année, votre école. C'est sûr que c'était pas le cas. Non, mais je sais qu'il y en a, parce que des fois, il y en a qui font enfin, qui faisaient un prêt pour faire les études, quoi. Donc il y avait des écoles privées payantes Voilà, qui demandaient un certain budget. voilà. Mm. Ok, super. Donc déjà, ça nous donne en tout cas un aperçu du parcours déjà scolaire, des études qui étaient nécessaires à l'époque, des stages que vous avez faits qui vous ont permis de mieux connaître, de vous former sur ce métier. Si on avance au niveau de votre parcours professionnel et donc de vos premiers pas en tant que professionnel, après vos études, comment se sont passés vos débuts? Vous avez d'abord été salarié ou vous êtes directement lancé en tant que en libéral? Alors, j'ai fait, il y a un des professeurs de fac qui partait quelques mois et qui m'a demandé de la remplacer. Donc, moi, c'était bien puisque ça me mettait le pied à l'étrier et je connaissais déjà donc cette personne. Et j'avais en plus fait un stage chez elle l'année ou 2 ans auparavant. Donc, ça s'était très bien passé. Donc, pour moi, c'était vraiment agréable, quoi, après les études, de commencer chez elle, dans un endroit que je connaissais déjà, quelqu'un en qui j'avais confiance. Elle m'avait bien expliqué les choses. Donc, j'ai fait un petit remplacement là. Et je voulais travailler en salarié. Moi, je voulais travailler avec les enfants sourds. Pendant mes études, j'avais accès beaucoup et j'avais fait des stages même supplémentaires avec des enfants sourds. Parce que vraiment, c'est le domaine qui m'intéressait. Mais je ne trouvais pas de poste. Il n'y avait aucune création de poste, aucun remplacement, maladie ou congé maternité, enfin rien. Donc, j'avais pas envie de rester sans rien faire après les études. Donc, je me suis installée en libéral. Il y a une ville où j'ai entendu parler d'un poste qui se libérait. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter? Hmm. Et puis voilà, ça s'est fait par hasard, quoi, parce que j'ai appris qu'il y avait un poste comme ça, vraiment par hasard. Et je me suis installée pensant, disons, ben, pour connaître un petit peu, mais je ne pensais pas rester tout le temps dans la même ville et m'installer en plus tout de suite après les études, enfin quelques mois, vraiment même 2 mois après, quoi. Et je me suis dit, je ne suis pas assez formée, et en fait, ben, je l'ai fait, puis voilà. Et finalement, donc vous avez été libéral depuis toujours. Voilà, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous intéressait quand vous disiez que vous vouliez travailler avec les enfants sourds? C'était quoi qui vous attirait particulièrement? Eh ben, je ne sais pas, mais paradoxalement, même les sourds me disaient on s'entend bien. Vous voyez le mot on s'entend bien, alors que pendant mes études, justement pour connaître un peu mieux, moi j'avais fait auparavant, vous savez, les diplômes d'animatrice de camps de vacances. Donc pendant mes études, je faisais plus des camps comme je faisais auparavant, mais je faisais des camps avec les enfants sourds. Donc comme ça, je connaissais et je travaillais aussi avec des animateurs sourds. Et je sais pas, c'est une population, on va dire, de personnes, d'enfants, d'adultes avec qui je m'entends bien. Ça passe bien et de travailler avec eux, c'était dans le but de leur apprendre à parler. C'était pas d'apprendre la langue des signes, c'est de oraliser. Et voilà, j'avais vraiment envie de travailler dans ce domaine. Je n'ai pas pu en salarié faire ça. Donc en libéral, j'en fais un petit peu mais on n'en voit pas énormément. On ne peut pas baser sur, enfin en tout cas dans des petites villes, ne travailler qu'avec des enfants ou des adultes sourds. Surtout comme on est plusieurs orthophonistes, plusieurs ont aussi des patients sourds. Donc voilà, on ne peut Oui, pas travailler euh, uniquement qu'avec la une seule, surdité. bien sûr. Hmm. Mm, mm. Super. Et donc, comment ça s'est passé quand vous êtes installé en tant que libéral, donc à cette place qui s'est libérée? Il y avait déjà Mhm. une patientèle qui avait été développée, j'imagine. Alors oui, mais cette personne il y avait beaucoup de rééducation qui se terminait, quoi. Donc moi, quand j'ai repris, on va dire, c'était même pas à mi-temps, je crois, parce que la personne avait prévenu depuis le mois de juin, donc qui partait. Moi, je suis arrivée en septembre, quelque chose comme ça. Donc, il a fallu refaire quand même une certaine patientèle. Et puis, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas des listes d'attente.
Donc, il a fallu attendre un petit peu. Donc, c'est pas facile quand on sort de l'école et puis d'attendre. Donc, ça permet de relire ses cours, d'approfondir certains sujets. Et puis, petit à petit, ben, les gens sont venus. Puis après, c'est le bouche à oreille. Et puis voilà, quoi. Effectivement, dans votre domaine, vous ne pouvez pas faire de publicité. Déjà, Non, on n'a pas le droit. c'est Non. interdit. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de comprendre comment on développe un cabinet quand on n'a pas cette possibilité dans ce genre de métier. Donc vous le disiez, c'est surtout du bouche à oreille euh, qui permet Voilà. la Après, ça peut être des médecins. Moi, je ne l'avais pas beaucoup fait, mais par exemple, celles qui travaillent beaucoup en surdité ben, peuvent aller voir les ORL ou des audioprothésistes ou, en disant, voilà, moi, je travaille beaucoup avec les enfants sourds. Ou ça peut être peut-être aller à l'hôpital ou en service neurologie en disant, ben voilà, moi, je vais m'installer, je fais beaucoup de neurologie. Ou c'est un peu comme ça, quoi. intéressant la manière dont vous pouvez, Mm. enfin, dont vous développez. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, le métier, puisqu'on en parle et qu'on tourne autour. Alors, qu'est-ce que ça permet concrètement le travail d'une orthophoniste? Mm. Eh ben, c'est assez vaste, hein. On va dire, ça permet, ça touche toute la sphère, on va dire, ORL, la tête, euh, la gorge, les poumons, la respiration. Donc, tout ce qui est respiration, ce qui est voix, déglutition, articulation, langage oral, surdité, et puis tous les problèmes neurologiques. Maintenant, on voit beaucoup de maladies neurodégénératives. On a beaucoup de patients qui ont la maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, les patients qui ont des traumatismes crâniens. On a eu des patients après le Covid, des Covid longs, des patients qui ont été intubés, donc qui ont des problèmes de voix, de souffle, qui ont perdu le goût, qui ont été, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient plongées dans le coma. Donc là, il y a encore des personnes qui ont des troubles de la mémoire, du SA, des troubles cognitifs. Donc voilà, c'est tout ce qui... bon, il y a aussi la lecture, l'écriture, le calcul, le bégaiement. Maintenant, il y a beaucoup les troubles aussi de l'alimentation pédiatrique chez les enfants qui ont du mal à manger, à mâcher, des mauvaises positions de langue, voilà, la déglutition aussi. Voilà, donc ça touche quand même pas mal de domaines Les enfants, les adultes. et les adultes. Et est-ce que vous avez vu des évolutions? Justement, vous disiez qu'il y a de plus en plus de problématiques liées à l'alimentation ou la manière de mâcher. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça qui sont arrivés ces dernières années, que vous avez pu voir dans l'évolution de votre métier? Alors, on a beaucoup plus de demandes de maladies neurodégénératives, mais on ne sait pas si c'est parce qu'elles sont plus tôt détectées. Donc, on essaie de les prendre plus tôt en charge pour que les patients puissent parler plus longtemps, puissent déglutir, manger comme il faut le plus longtemps possible. Euh, donc, voilà, il peut y avoir ça aussi, hein, c'est détecté peut-être plus tôt qu'avant, mais où est-ce qu'il y a aussi, il y a certaines maladies, on en voit plus qu'avant. Ce qu'on voit plus aussi, c'est par rapport aux enfants, les troubles de l'attention, de la concentration, ça c'est flagrant, hein. Moi, en 35 ans, j'ai vu l'évolution incroyable. Donc, la mémorisation aussi, difficulté de mémoriser des choses même qui nous paraissent simples, hein. Ils oublient tout à une vitesse. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut voir au fil du temps. Et dès un trait, enfin, ce que vous voyez comme évolution, c'est que c'est à un âge où c'est des choses qui devraient être acquises ou déjà réalisées, enfin, les aptitudes qu'ils devraient déjà avoir et qu'ils n'ont pas. C'est comment qualifier les gens dans ce genre Je vous entends pas très bien là, le son n'est pas très bon. Non, ça coupe. Il y a beaucoup de coupures. Ah, j'ai rien touché. Ah, c'est mieux là. C'est mieux? Ok. Oui. Non, il y a peut-être un... Je disais, Donc, est-ce que, alors pour revenir sur les troubles de l'attention, qu'est-ce qui, est-ce que c'est des choses qui, vous voyez qu'à un certain âge, très tôt, il y a déjà des problèmes d'attention, alors qu'avant, il n'y en avait pas? Est-ce que c'est une question oui. d'âge? Alors, on le voit chez les tout petits, qu'on ne Mhm. voyait pas avant. Maintenant, alors on a toujours vu des enfants en bas âge qui avaient des difficultés à parler ou qui manquaient de vocabulaire ou qui articulaient mal. Mais maintenant, en plus, ces enfants en bas âge ont vraiment des troubles de l'attention. Moi, on les voyait plus tard, si vous voulez. Et donc, on a beaucoup incriminé la télévision, les écrans.
que ce soit le téléphone portable, la tablette, etc. Et c'est vrai que c'est une raison parce qu'ils zappent beaucoup et donc ils ont du mal à se concentrer après sur quelque chose, même sur un livre. Les parents, des fois, disent bah, une histoire, ça ne les intéresse pas, on commence et ils n'écoutent pas l'histoire. Alors que si on leur met un film, un jeu vidéo, ben là, ils vont être attentifs. Sauf que là, ça ne fait pas du tout travailler le langage. Donc eux ne parlent pas, n'articulent pas, etc. Et on ne leur parle pas, en général. Donc ils n'entendent pas, vous voyez, la construction des phrases, etc. Tout est lié, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants en bas âge, là, même qui n'ont pas de langage. On a beaucoup, là, moi j'en ai des 3, 4 ans, qui font pas de phrases, où il n'y a pas le je non plus. Et en plus, des fois, c'est pas du tout articulé, on comprend pas ce qu'ils disent. Et alors, il y en a peut-être toujours eu, mais il y en a plus maintenant, je trouve. Il y en a de plus en plus. Mm. Et par rapport à ça, est-ce que, bon, du coup, je bascule sur d'autres catégories de questions, mais on reviendra après sur d'autres détails liés au métier. Quelles sont les préventions par rapport à ça que vous recommandez? Bon, souvent, on recommande de ne pas mettre devant les écrans trop tôt, quoi. De ne pas laisser un enfant de 3 ans des heures devant la télé. Parce que comme ça, il est tranquille et puis tout le reste de la famille est tranquille aussi, peut faire autre chose. Le problème, c'est que les enfants, après, même ils réclament, hein, ça. Moi, j'en ai le matin, ils sont pas contents parce que s'ils viennent, ben, ils voient pas leur dessin animé le matin ou un truc comme ça. Et donc, c'est de le jouer avec eux. Ce qui est en prévention, ben, c'est de leur parler, de jouer avec eux, qu'ils soient dans un bain de langage et que eux parlent aussi, qu'il y ait vraiment des échanges. C'est pas juste devant un écran, mais même devant un jeu tout seul. Si c'est un puzzle tout seul, bon, ça peut être bien pour lui, pour la concentration, placer les choses. Mais c'est bien de faire les puzzles en parlant à l'enfant aussi. On peut faire beaucoup de vocabulaire dans toutes les activités, avec un puzzle, nommer souvent si c'est des animaux, tout ça, travailler ce qui est en haut, en bas, à droite, à gauche. On peut faire du vocabulaire un petit peu avec tout, poser des questions à l'enfant. Donc après, on voit comment sont ses réponses, déjà s'il a compris la question. Avec n'importe quoi, en fait, on peut faire du langage. Donc voilà, ça c'est important, parce que quand même, il a été remarqué que les enfants qui parlent mal, on va dire, et qui arrivent au CP où il y a encore un retard de langage, ben, ça entraîne des difficultés après en langage écrit, en lecture, écriture. Parce que s'ils n'ont pas de vocabulaire, ben, ils ne vont pas comprendre ce qu'ils vont lire. Hmm. Ou si on leur pose des questions, ben, ils risquent de ne pas comprendre non plus. Ou pas comprendre non plus les problèmes mathématiques. Selon les mots, quand il y en a combien, il y en a autant que tu prends chaque. Vous voyez, toutes ces petites notions qui paraissent peut-être pas bien importantes, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne les comprennent pas. Enfin, ceux qu'on voit en rééducation, quoi. Hmm. Donc oui, c'est important de bien accompagner son enfant, Voilà. aussi enfin, surtout les parents, hein, pas compter Ah ouais. uniquement. Mais après, même les dessins animés, tout ça, il y en a des très bien. Mais après, on peut en parler. Vous voyez, ou que l'enfant raconte, faire raconter ce qu'il a compris, ou s'il y a des mots, justement, un peu de vocabulaire. Il faut se servir un petit peu de tout, quoi. Et puis après, il y a aussi l'enfant, les laisser jouer pour le plaisir du jeu, s'il veut jouer avec ses voitures, ses Playmobil. Et souvent, on voit, il y a des enfants qui racontent d'eux-mêmes. Mais moi, j'en vois beaucoup, ils ne savent pas jouer. Si on leur met des Playmobil, ben, ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne savent pas raconter, enfin, s'inventer une histoire. Donc voilà, c'est tout un travail à faire qui aidera par la suite. Et après, bon, il y a toujours le but du CP, si vous voulez, l'étape. On parle après plus du langage écrit, quoi, mais Bien sûr. la Oui. maternelle, enfin tout le bas âge, c'est hyper important pour le développement du langage oral, quoi. Donc important d'être impliqué en tant que parent avec les Ah ben oui, de stimuler, de jouer avec, de parler avec l'enfant, de saisir toutes les occasions. Bah, chanter aussi, enfin voilà, tout. Et est-ce que c'est ce genre de, on va dire, d'évolution ou de choses que vous voyez de plus en plus qui fait qu'aujourd'hui on attend longtemps pour obtenir un rendez-vous? Est-ce que c'est ça c'est notamment des raisons qui font qu'il y a de plus en plus d'enfants, d'adultes qui ont besoin d'un orthophoniste et qui fait que bah, aujourd'hui c'est difficile d'avoir un rendez-vous? Alors, il y a peut-être plus d'enfants qui en ont besoin, et puis il y a aussi moins d'orthophonistes. Hmm. Enfin, moins. Il y a eu des numerus clausus, alors ça essaie d'augmenter. Il y a eu depuis quelques années des créations d'écoles d'orthophonie,
Mais souvent, c'est des petites promos, ça peut être 40 personnes. Il n'y a que deux grosses facs à Paris et Lyon, je crois, peut-être Bordeaux, où il y a une centaine ou plus. Mais sinon, c'est des petites promos. Et par rapport au nombre, parce qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui sont partis à la retraite, et le temps de former, comme il y a 5 ans d'études, etc., ben, c'est un peu compliqué. Et donc, il faut qu'il y ait plus d'orthophonistes. Et puis, la population vieillit aussi. Donc, il n'y a pas que les enfants. On voit beaucoup plus d'adultes et de personnes âgées qu'avant. Donc, voilà, ça fait un déséquilibre. Et les enfants, comme, ont quand même aussi pas mal de difficultés par rapport à avant, par rapport aux troubles attentionnels, troubles de concentration. Donc, ce qui fait qu'au niveau langage ou après à l'école, pour capter les consignes, pour retenir que ce soit en français ou choses comme ça. Donc, il y a peut-être plus de demandes qu'avant aussi. Et puis, comme on a aussi plus d'adultes, et puis qu'il n'y a pas beaucoup plus d'orthophonistes, ben voilà, les listes d'attente, ouais, sont très longues. Vous parliez d'1 an d'attente? Voilà, en général, 9, 12 mois, enfin, ça dépend, mais je crois qu'on est, parce que toutes les collègues sont un petit peu dans ce cas-là, quoi. Et puis, c'est un peu général en France, il me semble. Et au niveau des types d'orthophonistes, est-ce qu'il y a des orthophonistes qui sont directement dans l'école, Ah, directement? Est-ce alors que ça, normalement, c'est pas, enfin, jusqu'à maintenant, c'était interdit. d'accord. Normalement, un orthophoniste ne doit pas travailler dans l'école. Je crois qu'il y a eu des petits changements, peut-être pour certains, peut-être enfants handicapés, où il y a peut-être des dérogations ou choses comme ça. Mais normalement, une orthophoniste ne doit pas travailler dans une école. D'accord. Voilà. Il ne doit pas y avoir. Alors, c'est vrai que les instituts en voient aussi beaucoup. Il y a les médecins, hein, le médecin généraliste, le pédiatre, l'ORL. Mhm. Parce qu'il faut une ordonnance, hein, pour faire des séances d'orthophonie. Donc, il faut passer chez un médecin auparavant. Mais il y a souvent aussi les instits qui disent aux parents, bah, ce serait peut-être bien d'aller voir un ou une orthophoniste. Bon, car il faut après passer par un médecin, mais l'orthophoniste, elle, ne doit pas travailler dans l'école. Dans l'école. Ok. Oui, c'est une question qui m'est venue en faisant le parallèle avec, par exemple, les infirmières. Les infirmières en Mhm. école, les infirmières, etc. C'est pour ça que voilà, ça m'est venu. Et donc, par rapport à votre métier, quelles sont les avancées technologiques ou théoriques qui ont vraiment transformé votre métier durant ces 37 dernières années? Est-ce qu'il y a des outils, des choses qui vous ont permis de changer votre manière de faire, auxquelles vous pourriez penser? Euh, Comme ça, non? Ben, quand j'ai commencé, ben, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas Internet du tout. Donc, on n'avait pas les logiciels ou même des formations. Vous voyez, par exemple, des formations en vidéo, en replay ou même en visio comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça a changé. Il y a des logiciels aussi maintenant, que ça doit être pour le langage écrit, lire des mots rapidement, trouver la lettre qui manque, des choses comme ça, vocabulaire, il n'y avait pas tout ça. Donc Internet, c'est vrai que ça a pu apporter enfin, pour la recherche, voilà, si on est un peu curieux, savoir approfondir certains sujets, etc. Sinon, je ne vois pas, dans le matériel, vous voulez dire Oui, ou la théorie, des pratiques, des cours, Ben, par exemple. la théorie, oui, ça a enfin, beaucoup changé. Disons, ça a beaucoup approfondi, par exemple, par rapport à la neuro, etc. Oui, maladie de Parkinson. Dans des pathologies, il y a différentes avancées. Alors nous, des fois, en pratique, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, oui, pour les troubles alimentaires ou comment, les appareillages pour les dents, enfin pour la position de la langue des enfants qui ont une mauvaise déglutition, etc. Il y a 30 ans, on n'avait pas ça. Donc maintenant, il y a des formations là-dessus. Et puis, on peut avoir des petits appareillages comme ça pour aider les enfants qui aident après à la prononciation, etc. Oui, c'est des petites choses comme ça, mais c'est plutôt des avancées médicales ou, par exemple sur la lecture, sur la dyslexie. Voilà, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à la vision, par rapport. Donc voilà. Mais après, donc on adapte un petit peu nos rééducations, Mhm. mais c'est pas, je veux dire, c'est des gens qui font la recherche pour nous, hein, des scientifiques, des chercheurs, et puis nous, après, on adapte nos rééducations hein, en fonction de ça. Vous utilisez ce qui a pu être Hein. trouvé, découvert, mais dans le cadre de votre métier.
Vous parliez d'ordonnance, donc il faut une ordonnance. Si Ouais. on parle du sujet donc d'une séance d'orthophonie, combien est-ce que ça coûte une séance d'orthophonie? Est-ce que c'est remboursé? Sous quelles conditions? Alors, ça dépend parce que tout est codifié. Il y a le prix pour une séance de bégaiement, pour une séance pour la surdité, pour le langage écrit, pour l'articulation, pour la déglutition. Vous voyez, tout est. Donc, on va dire, si on fait une moyenne, c'est autour d'une trentaine d'euros, en gros. Euh, et selon, pareil, c'est des séances de 30 minutes ou de 45 minutes, selon la pathologie. Tout ce qui est neurologique, surdité, c'est 45 minutes. Quand c'est langage oral, lecture, c'est 30 minutes. Ah oui, d'accord. Donc, il faut l'ordonnance du médecin et on fait une demande de prise en charge à la Sécu. Donc maintenant, la première fois, ça se fait tout seul, mais quand on veut renouveler, il faut un accord. La Sécu a 15 jours pour accepter ou refuser la prise en charge, parce que les séances, c'est pour ça qu'il faut une ordonnance, sont remboursées à 60% par la Sécurité sociale et les 40% restants, c'est la mutuelle des patients. Donc au total, ils sont remboursés à 100%, mais il faut une ordonnance. Ok. C'est vrai que ça, c'est pas tout le monde ne sait pas qu'il faut une ordonnance. Oui, mais bon, on le dit en général, quand ils prennent rendez-vous, on leur dit est-ce que vous avez déjà l'ordonnance du médecin? Puis maintenant, comme les délais sont longs, c'est aussi difficile d'avoir un rendez-vous chez le médecin pour avoir une ordonnance. Mais pour avoir un rendez-vous orthophonique, comme ça, ils sont prévenus et ils ont le temps d'avoir l'ordonnance avant de venir. D'accord. Ok, donc ouais, au moins c'est que c'est la possibilité d'être remboursé à 100% si jamais Oui. pour un enfant ou un adulte. Mhm. Et donc, pour revenir un petit peu à vous, donc en tant qu'orthophoniste, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a un patient ou une situation qui vous a particulièrement marqué tout au long de durant votre carrière, auquel vous pourriez Euh, penser aujourd'hui? Bah, c'est un petit enfant sourd, parce que je l'ai eu, il était bébé. Et je l'ai suivi jusque alors CE2, c'est au moment du Covid, ouais, peut-être un peu après. Donc on a dû arrêter pendant le Covid. Alors moi j'appelais mes patients quand même toutes les semaines, 2 fois par semaine, des fois pendant un mois et demi, on n'avait pas le droit de travailler. Ensuite on a eu le droit. Et mais avec lui, parce que quand il était petit, donc sourd profond, surtout, oui, sourd de naissance, et donc il était bébé, donc je le voyais 2 fois par semaine, je crois, jusqu'à la grande section de maternelle, donc ça fait jusqu'à 5 ans et demi. Et puis après, ça allait bien, donc il a appris à parler. Alors, dans la surdité, pareil, je sais pas, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types de surdité et plusieurs types d'appareillage. Lui, il n'avait pas les appareils, vous savez, contour d'oreille, comme on voit des fois, c'est les implants cochléaires. C'est-à-dire, on met des électrodes sur le nerf auditif. Et donc, il faut apprendre à utiliser ces appareils, apprendre à parler avec ces appareils-là, comprendre, etc. Donc, on a fait un travail, mais c'était un gamin euh, j'adorais travailler avec lui, quoi. C'était vraiment des séances agréables. Et donc, à partir du CP jusqu'au CO2, on est passé à 1 fois par semaine. Puis on a dû continuer peut-être en CM1 un petit peu de temps en temps, ou des fois il fallait un bilan pour l'école et tout. Et maintenant, je crois qu'il doit être en cinquième ou quatrième. Donc, des fois, il vient me faire coucou. Et c'était vraiment des rééducations très agréables. On avait un lien, pareil, avec la maman. Après, quand c'est comme ça, on connaît aussi les frères et sœurs, des fois, vous voyez, la famille. Même pour lui ou pour d'autres, mais souvent c'est les grands-parents aussi des fois qui amènent les enfants. Donc il y a des rééducations parfois longues, donc on connaît assez bien certains membres de la famille. Des fois, Ouais. ce qui est plus dur, c'est quand on arrête la rééducation. C'est pas facile non plus, ni pour eux, ni pour moi. Hmm. Il y a un lien qui se crée. Voilà. Mhm. Génial. Donc, une expérience qui vous a marqué. Oui. Mhm. Et vous disiez du coup par rapport à la surdité, c'est vrai qu'on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais quand même quelques éléments, ça peut être intéressant. Donc il y a différents appareillages. Et donc est-ce qu'il y a il y a des enfants, donc vous aidez des enfants qui ont la capacité d'entendre avec ces appareillages, et du coup ils peuvent entendre comme ils peuvent parler, et donc vous les accompagnez dans le fait de développer la parole, le Voilà. langage. Ben, le cas de l'enfant dont je vous parlais, les appareillages servent à ça. C'est, on va dire, restaurer une certaine audition. Donc, la personne sourde n'entendra jamais comme nous si on a une audition complète, mais l'appareillage permet d'entendre. Donc, les sons, on va dire, sont déformés.
C'est très schématique, hein, ce que je vous dis. Donc, mettons un ch, il va pas entendre un ch comme nous on l'entend, mais pour lui, il va quand même l'associer et c'est à nous, après, orthophonistes par exemple, de lui apprendre à faire ce son. Et à force de travail et tout, et chez un enfant comme lui, le petit là, qui était bébé, il faut tout apprendre, les ch, les a, les i, les pe, il y a rien. Il n'entendait pas ses parents parler. Vous voyez, donc avec les appareillages, petit à petit, on a appris les sons. Et après, il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre à faire des phrases, il faut qu'ils comprennent ce qu'on dit. C'est un travail très très long, mais passionnant. Hein, ça, c'est... Parce que là, on voit vraiment l'évolution. Et donc pour la surdité, donc là, c'était le cas quand on a des enfants ou même des adultes qui étaient sourds de naissance. Donc réapprendre à parler parce qu'avec les appareils maintenant, là aussi, il y a eu des progrès dans les prothèses auditives, dans les implants cochléaires. Donc ils entendent beaucoup mieux qu'il y a, je sais pas, 30 ans, 40 ans en arrière. Donc ils peuvent beaucoup parler, oraliser. Et souvent, même d'ailleurs, même au début, moi, les parents me disaient, je veux pas que vous leur appreniez des signes, je veux que mon enfant parle. Alors des fois, quand eux n'ont aucun langage, on est obligé de faire quelques signes pour que l'enfant comprenne, des trucs tout bêtes, hein, mais ils reprennent, puis après on met des mots sur ces signes, et petit à petit, comme ça, on construit un langage. Mais il y a aussi des personnes qui deviennent sourdes. Moi, j'ai eu un monsieur aussi, vous me demandiez un cas un peu qui m'a frappé, un monsieur qui entendait parfaitement, etc. Il avait une quarantaine d'années, je crois, et un soir, il chargeait sa voiture pour partir au ski. Il est devenu sourd profond. Il n'a plus rien entendu, mais d'un seul coup, plus rien. Et il a perdu l'audition totalement. Et donc, moi, je l'ai vu quelques semaines après. Donc, il y avait déjà l'état psychologique de cette personne qui était vraiment... Et puis, il a fallu... Alors lui, on ne pouvait que lui apprendre à lire sur les lèvres. Parce que même les appareils ne pouvaient plus rien lui apporter. Ça ne donnait rien. Donc, il a fallu, mais très rapidement, qu'il apprenne à lire sur les lèvres. Donc, ça fait partie du travail aussi de l'orthophoniste, d'apprendre à lire sur les lèvres aux personnes sourdes. Et puis maintenant, on voit aussi, avant on faisait moins, mais avec le vieillissement, on devient sourd, tout le monde perd de l'audition avec l'âge. Et avant, on appareillait les personnes, et puis voilà, c'est tout. Et maintenant, il est conseillé qu'avec l'âge, quand les personnes, ça s'appelle la presbyacousie, ne peut pas vous dire d'âge, mais mettons 60, 70, 80 ans. Les personnes, c'est souvent des prothèses auditives, dans ce cas-là, ou des petits appareils qu'on met, des intras dans l'oreille. Eh bien, un soutien avec l'orthophoniste pour vraiment bien comprendre, apprendre à utiliser l'appareil. On peut faire aussi un peu de lecture labiale. Voilà, pour que vraiment qu'on optimalise, qu'on optimise, pardon, les résultats des appareils. Oh, waouh. Oui, donc c'est un peu, Voilà. un peu un mini stage pour pouvoir bien Oui. utiliser, bien. Un petit peu, voilà. Parce qu'il y a des personnes, mettons, je vous dis 75 ans, qui se font appareiller, puis qui ont du mal à supporter. Donc ils disent, ça sert à rien, ça me fait du bruit, ça me gêne. Du coup, ils l'utilisent mal, ça ne leur apporte rien. Donc, ils n'entendent pas les conversations autour d'eux. Ce sont des gens qui s'isolent. Et moins ils vont parler de moins en moins, et moins ils parlent, ça joue aussi sur la mémoire. Il peut y avoir des troubles cognitifs, etc. Alors que s'ils sont stimulés, s'ils restent dans un environnement où ils entendent ce qu'ils disent, où ils participent, eh ben, eux vont mieux aussi. Et voilà, c'est un ensemble. En général, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Hein, donc, On s'en rend pas compte. Et c'est intéressant. Ça veut dire que enfin, il ne faut pas négliger cette partie-là parce que derrière, elle peut avoir des conséquences sur d'autres aspects de notre vie. voilà, tout à fait. Vous me demandiez l'évolution tout à l'heure, mais ça, c'en est une. C'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas beaucoup. On appareillait les personnes âgées, et puis voilà. Et maintenant, depuis quelques années, on dit, ben, c'est bien d'avoir un suivi orthophonique avec, au début, Mm. pour stimuler, pour que vraiment l'appareillage se passe bien, quoi, et que la personne s'en serve bien et voit les bienfaits de cet appareil. Oui, ça paraît. Mais c'est vrai que c'est l'évolution qui fait qu'on se pose ces questions-là et que derrière, on met des séances. Oui, Peut-être qu'avant, c'était pas, on s'était pas oui. rendu compte de l'impact ou que les gens l'utilisaient pas forcément comme il fallait. Oui, on ne jugeait pas nécessaire, parce que voilà, mais après, c'est aussi des études qui ont été faites avec des personnes qui n'utilisaient pas beaucoup, puis ceux qui avaient eu un suivi orthophonique, puis voilà, après, ils ont vu la différence.
en disant, les personnes qui sont appareillées, qui ont fait des séances d'orthophonie, eh ben, entendent mieux quand même, continuent à s'exprimer mieux, et puis avaient moins de troubles de mémoire, de choses comme ça, se sentaient moins isolées, avaient une vie sociale encore assez importante. Contrairement à des personnes Oui. qui n'avaient pas ces séances de suivi. C'est hyper passionnant. Ah bon. Donc, dernier volet de questions. Qu'est-ce qui vous avez parlé de l'orthophonie, vous avez parlé des différents troubles, des différentes solutions, de la prévention. Si on revient à vous, Valérie, qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lever le matin pendant 37 ans? Ah, oula. Euh, Me passionne, mais c'est difficile à dire. Vous voyez, quand je pense aux petits garçons sourds de tout à l'heure, quand on voit vraiment l'évolution, quand on voit qu'ils vont bien, on se dit, bah là, ça, on sert à quelque chose quand même. Il y en a, bon, j'ai des grands aussi, il y en a quand ils sont au bac de français ou même au bac en terminale. Puis après, chaque fois, je leur dis, ben, tu m'appelles pour me dire les résultats, je veux savoir si tu as eu le bac ou pas quand même. Et puis, il y en a une qui est devenue orthophoniste. J'ai une petite et ça s'était super bien passé. Elle adorait venir, je me souviens, et tout. Et ça lui a donné envie de faire l'école d'orthophonie et maintenant elle est orthophoniste. Donc on se dit, bon, ça va, elle n'a pas été trop traumatisée, quoi. Et puis, bon, et puis on joue beaucoup aussi. Moi, j'aime bien. Donc, avec les enfants ou même aussi les adultes, hein, on peut faire des jeux de mémoire, des jeux de langage. Et donc, c'est jamais pareil, même si il y a des jours, on a beaucoup, des fois, des pathologies semblables et tout. Ben, moi, je sais que chaque fois, je vais changer, même s'il faudrait faire un petit peu la même chose, mais pour pas s'ennuyer, ben, voilà, moi, je fais autre chose. Et puis, ce que j'avais prévu, ben, je le ferai la semaine suivante pour varier. Donc, on est vraiment libre, quoi. C'est ça qui est bien aussi. On fait le programme. Alors, bien sûr, on a un but, hein, que ce soit l'articulation, que ce soit que le langage évolue, que ce soit la lecture ou la compréhension de lecture qui aille de mieux en mieux. On a toujours un but, mais on peut le faire par différents biais. Donc ça, c'est agréable. Et puis, c'est vraiment au jour le jour. Moi, je demande aux enfants, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, c'est bizarre parce qu'il y en a plein qui disent, bah, je sais pas, voilà. Et puis, donc, on propose. Alors, il y en a aussi, quand il y a quelque chose ou un jeu qui leur plaît, ils voudraient faire toujours le même. Donc, il faut aussi canaliser un peu, orienter, puis leur faire découvrir d'autres choses. Mais non, on a quand même une certaine liberté, et ça, c'est quand même appréciable. Donc, la liberté, Mhm. sans se sentir utile, Ouais, des journées qui ne se ressemblent pas, l'interaction, le jeu, la diversité des enfants, des adultes. C'est ça qui oui, 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 oui. est pendant Oui, très. c'est très varié, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous plaît en particulier, qui vous a plu en particulier durant ces 37 années dans l'orthophonie? Alors oui, après, j'ai fait beaucoup de formations pour la voix. J'aime beaucoup les rééducations de voix, parce que c'est peut-être pas très connu, mais on voit pas mal de personnes, alors soit à cause de leur travail, mais ça peut être des gens aussi qui ne travaillent pas, qui forcent, qui fatiguent leur voix, qui ont après des problèmes sur leur corde vocale, polypes, nodules, etc. Ça peut être aussi des personnes qui ont été opérées de la thyroïde et on a des paralysies de la corde vocale. Donc il y a aussi dans la voix, il y a plusieurs domaines et moi j'aime beaucoup les rééducations de voix. Il faut travailler la respiration, le souffle, la posture. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc je fais pas mal de rééducation de voix. Voilà. Vous parliez aussi des fumeurs avec la rééducation de la voix, vous m'aviez dit une fois. C'est-à-dire les fumeurs, on les voit enfin, après, c'est-à-dire quand il y a eu un cancer, par exemple, du larynx. Donc, il faut opérer et puis des fois, il faut carrément enlever une partie. Donc, ce sont des personnes qui ont une trachéo, hein, qui ont une canule. Donc après, il faut apprendre à parler. L'air ne sort plus par la bouche, mais sort par là, par le trou qui est créé là. Donc, ce qu'on appelle la voie œsophagienne. Donc, c'est aussi une autre sorte de rééducation d'une autre voie. Donc voilà, il y a aussi quand il y a les cancers ou lors du Covid, les Covid longs, les gens qui ont été au début, ils étaient beaucoup, beaucoup intubés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et des fois, quand on intube, eh ben, on touche les nerfs qui innervent les cordes vocales. Donc, c'est des gens
qui après avaient parlaient très mal ou une corde vocale paralysée. Donc il faut, enfin, c'est pas une vraie paralysie quand c'est tout au début, parce qu'on essaie justement de réactiver ça pour qu'ils retrouvent leur voix. Donc voilà, moi c'est un domaine que j'aime bien aussi. Donc ça, c'est surtout chez les adultes. Moi, j'ai eu peu d'enfants. J'en ai eu des ados qui criaient beaucoup, qui faisaient du sport, des matchs de basket, etc., qui criaient et qui s'étaient, comme on dit, cassé la voix, mais qui avaient fatigué leur corde vocale, qui avaient des polypes ou des nodules sur la corde vocale. Donc voilà, c'est aussi un domaine important. On voit, on peut rencontrer des instits, des avocats, des gens qui parlent beaucoup, des personnes qui crient beaucoup aussi. Il y a aussi, bon, dans la voix, des dysphonies psychologiques. Il y a des gens, suite à un traumatisme, un problème psychologique important, qui n'ont plus de voix. Mais tout va bien, si vous voulez. C'est plus le psychologique, mais ils sont aphones. Donc voilà, il y a tout un travail à faire aussi là-dessus. Intéressant. Waouh. Et si on parle un peu de l'évolution de ce métier, quelle est l'évolution à venir de ce métier selon vous? Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ce métier? Alors, effectivement, j'ai vu sur les réseaux, les collègues commençaient à en parler et il y en a qui l'utilisent. Alors, il y a l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT, par exemple, pour faire les bilans, pour rédiger les bilans. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc il faut une ordonnance pour faire les séances d'orthophonie, mais la première fois, donc on fait un bilan complet de la personne et ce bilan, on doit l'envoyer au médecin. Donc il faut le rédiger, ça prend un certain temps. Donc il y en a qui font des bilans très rapides, il y en a qui font des bilans beaucoup plus complets, mais c'est assez long quand même, parce qu'il faut coter, on ne peut pas dire juste il y a un problème de lecture. On a des tests, il faut qu'on marque des chiffres par rapport à la moyenne, il faut que ce soit justifié si vous voulez cette prise en charge. Et donc maintenant, je sais que l'intelligence artificielle peut rédiger les bilans à notre place. Enfin, je sais pas, je suppose qu'il faut donner quand même des éléments ou et pour faire travailler aussi, je sais qu'ils utilisent, par exemple, si on veut travailler un certain domaine de vocabulaire, on peut proposer, je sais pas, un mot, je crois, et puis l'intelligence artificielle peut peut-être proposer des textes ou plusieurs mots, enfin vocabulaire liés à un thème. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant là-dessus. Mais moi, je suis pas très douée en informatique, donc pour le moment, je n'ai pas du tout testé ce genre de choses. Et j'ai pas trop envie non plus. Vous n'avez pas très envie. Est-ce que vous faites des séances en visio par hasard? On va dire, avant l'intelligence artificielle, la technologie, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Est-ce que justement, il y a uniquement des séances en présentiel? Alors, moi, je préfère les séances en présentiel, hein, avec les adultes, les enfants, pour vraiment un contact joué. C'est vraiment on se répond du tac au tac. Je préfère beaucoup ça. Mais depuis le Covid, on a le droit, parce qu'avant, je ne sais pas si on avait le droit de faire en visio, mais depuis le Covid, on a le droit. Mais le bilan doit être fait en présentiel. Il faut que le patient soit dans notre cabinet, qu'on fasse un vrai bilan avec la personne. Voilà, l'important de la connaître vraiment bien. Après, la rééducation peut se faire en visio. Moi, je n'en fais qu'une pour le moment en visio. Enfin, c'est les rééducations de voix. Hmm. Donc, pour quelqu'un qui habite loin, par exemple, qui ne trouve pas d'orthophoniste dans son secteur, mais c'est quelqu'un que je connaissais par ailleurs. C'est pas, on ne va pas prendre quelqu'un de n'importe où en France comme ça par hasard. Enfin, peut-être certains le font, mais et donc cette personne ne peut pas se déplacer tout le temps dans la région. Donc, je fais la rééducation de voix en visio. Et je trouve que là, c'est faisable parce qu'on voit la personne pour travailler la respiration, la posture, on peut voir, on peut donner les exercices, faire les exercices. Quand la connexion est bonne, le son est bon, bon ben, la voix, on entend bien. Je pense on peut bien travailler certaines rééducations, mais j'ai des collègues qui le font aussi pour la lecture, qui le font pour le langage, qui le font avec des patients Alzheimer, donc où il y a le conjoint à côté, donc ils peuvent faire des jeux sur logiciels, choses comme ça. Mais moi, je ne le fais que pour la voix pour le moment et j'ai pas trop envie de développer dans d'autres domaines. Je préfère que la personne soit là avec moi. Super, super intéressant. Dernière question, Valérie, combien d'années est-ce qu'il vous reste? Vous avez fait 37 ans de carrière. Mhm. Combien d'années est-ce qu'il vous reste avant la retraite? Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, il me reste à peu près 7 ans à faire, 6 ans et demi, 7 ans. Et puis, ben, me souhaiter que j'ai toujours plaisir à travailler pendant ces 7 ans, que je me lasse pas trop.
et que ça se passe bien, que les patients, ben, évoluent bien, que j'arrive toujours, donc il y a beaucoup de formations continues en orthophonie. Bon, dans beaucoup de métiers maintenant, mais les orthophonistes ont toujours beaucoup fait de formations continues. Donc c'est aussi important parce que comme ça, on se tient un peu à jour des nouveautés, du matériel de rééducation aussi parfois et puis d'échanges avec les collègues. Donc voilà, que je suis à peu près encore, au niveau, on va dire, et puis que je trouve toujours plaisir à rééduquer les adultes et les enfants, quoi, que ça se passe bien. Bah, je vous souhaite bah, que ça continue de bien se passer et que vous continuez de vous Eh ben, y... je vous remercie. Merci beaucoup Valérie, merci pour cet échange qui va inspirer beaucoup de personnes, je l'espère en tout cas, et qui va peut-être développer des vocations Eh d'orthophoniste. ben, je l'espère, parce qu'en tout cas, on manque d'orthophonistes beaucoup, donc il y a des débouchés, c'est sûr. Parfait. Et ben, à bon entendeur. Voilà. Au revoir, Laïla, et merci.